Bonjour à tous, on se retrouve pour un Swish Brunch. Flo, il n'y a plus d'équipe invaincue en WNBA, ça devait bien arriver un moment, mais là les deux équipes qui caracolaient en tête de la ligue ont décidé en même temps, la même semaine, à quelques jours d'intervalle, de lâcher un peu de l'Est, de montrer aux autres qu'elles étaient humaines, entre guillemets, même si ça reste à confirmer vu le classement. Mais Minnesota et New York ont perdu, elles étaient toutes les deux à 9-0. Elles ont chacune mordu la poussière tour à tour. D'abord Minnesota contre Seattle un peu plus tôt dans la semaine 94-84 avec Neka Agumike qui s'est rappelé des batailles, des batailles de jadis contre les Lynx, 21 points, 10 rebonds. Et l'autre match, c'était le plus récent, c'était celui d'hier soir, à une heure très très abordable, entre New York et Indiana. Indiana qui l'a emporté avec le retour de Caitlin Clark dont on va parler. Est-ce que déjà tu pensais que l'une des deux séries allait se prolonger un peu plus longtemps? Est-ce que c'est des surprises pour toi que ces deux équipes-là finissent par perdre quand même? Bon, non, il y a un moment, les séries, elles doivent s'arrêter quand même. Dans les deux cas, elles perdent contre une équipe, que ce soit Indiana ou Seattle, qui fait quand même partie des équipes compétitives, sérieuses, contenders, tout dépend à quel stade on les met vraiment. Je pense que ça remet pas en cause le fait que cette saison, il y a quand même, je trouve, Minnesota, New York et les autres. Bon, après, en dessous, il y a un certain nombre d'équipes compétitives qui tournent bien. Atlanta, Phoenix, on va voir Indiana comment ça revient avec le retour de Caitlin, Seattle qui est un peu sur courant alternatif, Vegas aussi. Après, il y a beaucoup d'équipes, je trouve, qui sont soit en tanking, reconstruction, soit qui déçoivent. Euh, et donc ça fait qu'on a peut-être plus d'équipes un peu plus médiocres que d'autres saisons. On en a déjà parlé, mais que Minnesota et New York sont dessus. Après, elles perdent à chaque fois contre des équipes sérieuses qui ont fait le gros match. Minnesota s'est bien rattrapé depuis Ouais, parce que hier elles ont mis la, la, atomisé. Ouais. la branlée de l'année à Los Angeles. Et pour New York, on savait pas trop en fait. On savait que le retour de Caitlyn était proche. On se demandait est-ce qu'elle allait être en minutes limitées ou pas. Elle avait répondu en conférence de presse que si elle revenait, c'était full go ou alors elle revenait pas. Elle Donc a voilà. été bien full go. Et de toute évidence, ça allait bien. Ouais, mais le truc, c'est que c'était musculaire. On sait toujours bien que les blessures musculaires, c'est jamais grave. Mais si tu reviens trop tôt, c'est le genre de truc, peut-être que dans 4 jours, ça repart. Et enfin, c'est toujours un peu embêtant ce genre de Tu blessure crois, parce que quand tu, c'est pas. tu crois que le Fever en a eu marre de voir baisser le prix des places parce que Caitlyn n'était pas. Et que les médias Ouais, locaux leur ont dit bon, les gars, ça suffit, c'est bon, on fait plus d'audience là. ce qui est vrai, c'est qu'en plus du fait qu'elle soit pas là et qu'on sait bien que c'est quand même une des attractions principales, on en a parlé avec Gis dans le live qu'on a fait jeudi, c'est que c'est non plus pas normal que le Fever soit à ce point moins bon quand elle est pas là. Donc on sait que c'est une joueuse majeure. On sait que fatalement l'équipe va avoir moins de rendement quand elle est pas là, tellement tout tourne autour d'elle. Mais là, il y a vraiment ça a montré une Caitlyn dépendance qui, bon, à la fois là, elle est revenue hier. Indiana fait un match très complet et c'est parfait. À la fois, est-ce que c'est rassurant? Je sais pas, mais toujours est-il que le retour de Caitlyn fait du bien. Elle était vraiment en forme. Il y a aussi eu le retour de Sophie Cunningham en même Ouais. temps, qui était aussi blessée. Et ça a permis, en fait, hier, un des 5 principaux de l'équipe, je sais plus si c'est celui qui commence le match, mais en tout cas, un de celui qui l'a fini, enfin, qui a tourné pendant toutes les bonnes périodes. C'est un 5 dans lequel ni Dewana Bonheur, qui n'a pas joué du match, ni Ouais. Natasha Howard n'étaient là. Et donc, en fait, c'était vraiment un 5 avec Alia Boston et 4 petites. Elles ont démarré avec Caitlyn Clark, Kelsey Mitchell, Lexi Hull, Alia Boston et si Natasha Howard a commencé, mais elle a joué 14 minutes. Ouais, c'est ça. Et en fait, très vite, Sophie Cunningham est rentrée dans le, Ouais. dans le truc. Et donc, en fait, elles ont joué avec 2 porteuses de balles, Caitlin et Kelsey Mitchell à l'arrière, 2 ailières 3D dans un rôle un peu similaire, et juste Alia Boston, et qui en plus a joué beaucoup, j'ai trouvé ça intéressant, plus comme un up offensif Ouais. en attaque, à venir prendre le ballon poste haut, tirer la balle des mains de Caitlin. Donc, toutes des choses dont Gis avait parlé dans une des premières éditions Elle fait de, 6 passes, hein. Elle fait 6 de passes l'œil. décisives, effectivement, Alia Boston. Ouais. Euh, du coup, défensivement, c'était un peu plus compliqué, mais comme New York n'a pas eu la bonne idée d'insister sur Niara Sabali, ça tourne très bien pour Indiana, et donc fin de série pour New York. Je pense que ça remet pas grand-chose en cause, ni pour New York ni pour Minnesota, on l'a bien vu. Donc, mais oui, petit arrêt sur ces séries,
peut pas faire une saison invaincue non plus. C'était un match un peu porte ouverte hein, hier au niveau de la défense. Enfin, au New York n'avait Ouais, soit pas les armes, soit pas l'envie d'en faire plus. On a vu beaucoup. Alors, sur la fin de la première période, au moment où Caitlin a son coup de chaud incroyable, hein, on pouvait aller voir trois paniers à 3 points en 38 secondes en tirant d'extrêmement loin. Bon, il y a un moment, ils ont quand même essayé de sortir à deux sur elle pour la gêner, mais ça a pas servi à grand chose. Euh, j'ai quand même trouvé que ce qui était intéressant pour Indiana, c'est justement, tu parlais de la Caitlin dépendance. En deuxième mi-temps, elle met que 7 points, je crois. Et du coup, on a un peu plus vu les autres. Tu vois, il y a eu des paniers de Lexi Hull que j'ai trouvé très bien. Kelsey Mitchell a marqué des points. On a vu des passages, Sidney Colson qui marquait des points, qui faisait des passes. Je ne la pensais pas forcément capable de refaire ça en 2025. J'ai trouvé, voilà, Indiana pas mal. New York, pas sur son. Pas sous sa meilleure mouture, il n'y a toujours pas Jonquel Jones. Il n'y a effectivement pas eu pas assez de sollicitations pour Nira Sabali, tu l'évoquais, c'est vrai qu'on en discutait un peu hier. À chaque fois qu'elle était trouvée, servie, elle créait ouais. beaucoup, elle faisait des dégâts. Indiana n'était pas capable d'y répondre. Et au final, New York s'en est beaucoup trop remis à Sabrina, qui fait un gros match offensif, hein, 34 points à 11 sur 20. Mais ça a pas suffi, tant défensivement, c'était trop léger, je pense. Je pense aussi que c'est pas un. Je veux dire, c'est pas du tout une catastrophe. Il faut rajouter Jonquel Jones à cette équation-là. C'est une équipe qui tourne très bien depuis le début. Il peut Mais y avoir deux, trois trucs frustrants. Hein. Si J était là, il nous dirait Kennedy Burke, c'est pas possible qu'elle joue autant et qu'elle prenne autant de tirs, etc. Mais bon, globalement, c'est pas Marine, honteux. Marine a eu un bon petit passage Oui, aussi d'ailleurs. ouais, Marine, 10 Très points. intéressant. Ouais, 10 points en 18 Ouais. minutes. Et un passage où New York recolle d'ailleurs. Mais non, ce qui est dommage, c'est que New York a mis 1 an et demi à comprendre qu'il fallait utiliser Jonquel Jones. Et là, elle est absente et ils se disent pas qu'ils peuvent faire la même chose avec Nira Sabali. Je pense qu'il y a des questions de statut, mais c'est un peu dommage quand c'est une joueuse que tu as dans ton équipe depuis 2-3 ans. Tu connais ses qualités, quoi. Normalement, tu les connais même plus que le reste de la ligue. Et Ouais. bon, voilà, c'est qu'un match, c'est pas très grave. Ça a donné un match très plaisant. Alors, Oui. effectivement, pas très défensif, mais je pense que pour un match qui était, en tout cas en Europe, à heure de grande écoute, comme on dit, Hum. c'était quand même plutôt cool, quoi. Et pour revenir rapidement sur du coup la défaite de Minnesota contre Seattle, là aussi on a vu le meilleur visage de Seattle, c'est-à-dire l'équipe qui défend bien, qui est hyper active, agressive et qui laisse pas passer grand-chose. Dans ces soirs-là, Seattle est difficile à battre et là ça a été le Ouais. cas. Hein. Je parlais de Neka tout à l'heure, qui a fait un super match. Gabby Williams qui continue de faire une super saison là aussi au niveau de l'activité. Elle est top 20 dans les trois quarts des catégories statistiques majeures. Elle est à 14 points de moyenne, elle fait des interceptions, enfin, elle est hyper active en mode couteau suisse. On en a déjà un peu parlé, hein, et vous en avez parlé même il n'y a pas très longtemps ensemble avec Gis, mais je pense qu'on est sur une saison de calibre All-Star pour Gabi. Au-delà, ça va être compliqué, on ne parle pas de All-NBA Team non plus, à part pour Non. la défense. Mais faut noter que c'est super bien et que Seattle, dans les bons jours, c'est une équipe très dure à prendre. Malheureusement, c'est assez irrégulier. Elles ont perdu Ben, derrière contre Golden State. c'est ça, Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est le problème, et parce qu'on voulait un peu parler de Golden State aussi, donc ça fera la ouais, transition, c'est que Seattle, t'as vraiment un jour avec et un jour sans, et que par exemple, hier, on a eu l'extrême inverse, on a eu Skylar qui a beaucoup mangé la balle, les stars un peu moins en réussite, Gabi y compris, hein, ouais. Gabi, elle fait pas un gros match offensif hier, alors que ben justement, on a dit que Seattle avait besoin de ce plus offensif qu'elle avait plus fait après avoir mis 3-4 matchs à se roder. Donc voilà, bon après, là non plus, c'est pas une catastrophe, mais c'est ce qui fait que Seattle, qui a été capable de battre Minnesota, qui est une équipe, je pense, qui peut viser plus haut, est actuellement sixième, un bilan un peu juste au-dessus de l'équilibre. Euh, et voilà, bon après, Golden State, c'est aussi une équipe accrocheuse, sans véritable star, mais sans joueuse vraiment. Il n'y a pas de gros défauts dans l'équipe. Tu Non, vois, c'est une puis équipe assez homogène en fait. Et je trouve qu'il y a une âme qui se dégage déjà de cette équipe. Il y a une fanbase qui est déjà complètement ah, mais présente. les matchs à domicile, C'est ils incroyable. ont vraiment bien fait le travail en amont. Depuis le moment où l'existence, enfin la naissance de la franchise a été annoncée, tout le design, la fanbase, les rendez-vous avec les fans pour les inciter à s'abonner derrière, l'identité visuelle, tout est très très bien fait. Et vous pouvez se dire, oula, ça va être dur de faire venir du monde avec une équipe où il n'y a pas de star et où il y a une vocation pour le tanking. À côté de ça, alors, oui, c'est sérieux, mais c'est fun aussi. Honnêtement, les matchs des Valkyries, c'est bien Mais le coaché. style, Le le style est style de jeu est divertissant. vraiment cool, ouais. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. Nathalie Et Nakassé coach très bien, ça c'est pas une surprise. Et tu vois, au gré des joueuses qui sont parties pour l'Eurobasket, des arrivées, des départs, c'est un peu fluctuant, hein, c'est une équipe qui se découvre.
c'est assez cool de les voir quand même. Tu vois, il y a des matchs comme ceux-là où ils sont hyper accrocheuses. Elles sont hyper accrocheuses. Kayla Thornton qui te met 22 points pour rappeler qu'elle était quand même un maillon important à New York et que c'est pas une joueuse non plus banale. Carla Lade qui profite des Arbalète, opportunités. enfin, Voilà, très profite bon des match hier, opportunités. ouais. Hein. Deuxième match de suite à plus de 25 minutes. Fait 26 et 32 minutes et là elle met 14 points. Dans son Une style. belle, Ouais, une belle relation avec Veronica Burton, ouais, avec Temi Fagbenley. ouais. Je pensais qu'elle devait partir pour l'Euro. Alors je ne sais pas si finalement elle ne va pas avec la Grande-Bretagne ou c'est juste que c'était son dernier match. C'est une bonne question. Mais en tout cas, hier, elle était toujours là. Il y a eu pas mal de situations de pick and pop ou de pick and roll avec elle. Ouais. Non, c'est vraiment cool. Carla, très bon match offensif, en tout cas, offensivement en tout cas. Bon, après, on peut se poser la question de savoir si c'est dans l'intérêt à moyen et à long terme des Valkyries de faire ça. Mais en tout cas, pour cette saison, pour faire monter la hype, enfin, à la fin des victoires, il y a des confettis qui tombent du plafond comme si c'était le game 5 du titre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sens vraiment qu'ils veulent. Enfin, je pense que le projet de l'équipe, j'en avais un peu parlé quand on faisait les previews, mais je pense que le projet de l'équipe, ils se disent, quitte à devoir retarder un peu vraiment la construction et devoir tanker dans 2-3 ans, cette année-ci, le but c'est de cimenter une fanbase, quoi. Je pense que le projet est vraiment ça, et de se dire non, cette année-ci on joue, parce que avant tout, ce qui est important, c'est pas de devoir fermer boutique dans 3 ans parce qu'il y a personne dans la salle. Et puis, alors ça c'est très réussi, et en plus, effectivement, si admettons qu'elles continuent à faire une saison aussi intéressante, elles sont à 5-5. Hein. Le bilan est à l'équilibre, et on sait qu'en WNBA ça suffit pour faire les playoffs. Admettons qu'elles restent dans cette dynamique-là. Tu montres aussi en même temps aux futurs free agents que tu es une franchise cool, bien coachée, avec des gens dans la salle, dans un cadre sympa. Je pense que c'est aussi c'est plutôt bien vu de ce côté-là. Mhm. Du coup, ce début de saison des Valkyries est franchement intéressant. Je regrette un peu de ne pas les avoir, pas de pas les avoir mises beaucoup plus haut, mais d'avoir un peu sous-estimé le fait que ces joueuses-là essaieraient quand même d'être compétitives ensemble, tu vois, en se disant, tu vois, les Thornton, Veronica Burton, que j'adore en plus depuis sa draft, même des joueuses plus expérimentées, là je vois sur la feuille de match, il y a Monique Billings, Stéphanie Talbot, bref, Mais je c'est les pas une équipe sous-estime. jeune en C'est fait. pas une équipe de jeunes, c'est pour C'est ça pas que une équipe. tu sais à quoi ça me fait penser pour faire une rapide comparaison avec la NBA. Il y a eu un moment où le Utah Jazz s'est retrouvé avec une équipe il y a 2 ans, avec une équipe intermédiaire, avec des mecs qui arrivaient de trade, qui étaient pas censés rester là, l'équipe était pas sexy. Et pendant toute une partie de saison, ils ont tapé tout le monde et ils étaient dans la course au playoff. Après, ça a été rentré dans le rang, mais Mhm. moi, il y a ce côté-là de, on se retrouve là un peu, c'est une étape pour la plupart d'entre nous. On sera peut-être pas là quand ce sera intéressant, mais on montre une bonne image et on aide au développement de la Ouais. franchise. Je pense dans un environnement qui est kiffant, dans la baie de San Francisco, Bah une ouais. belle salle, enfin des belles infrastructures. Ouais, non, c'est franchement cool et bah, hier ça marche. Beau visage, moins beau visage de Seattle. Mm. Bon, ben ça arrive. C'est un peu le problème de Seattle, c'est de trouver de la régularité. Dominique Malonga qui joue moins de 6 minutes hier. Ouais, ça euh, c'est un peu contrariant parce que. C'était pas un bon match. Bah, elle avait fait des sorties un peu plus réussies. Là, Mm. hier, c'est pas son jour. Euh, bon. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même elle est dans la rotation. Hier, je pense que c'est un peu les circonstances du match. Elle fait 0 sur 2. Mm. Elle se fait un peu ouvrir en défense, donc elle reste pas longtemps sur le terrain. On sait que Noël Quinn, elle te laisse rarement faire beaucoup d'erreurs. Ouais. Maintenant, ben, ça permet de passer aussi sur une des infos de la semaine, c'est le trade de Liu Eru qui avait Ouais. demandé son trade et le trade a été actif hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc Liu Eru est parti à Dallas contre des pics. Il y a un second tour. Un deuxième pick 2026, un troisième pick 2027. Ah voilà, c'est ça. Donc bah, on peut se dire que ça va donner plus de place à Dominique. Mm. On avait l'impression déjà qu'elle était passée devant Liu Eru dans la rotation, Ouais. ce qui n'était pas le cas en tout début de saison. Ben là, elle ne va même plus être là, donc c'est censé lui donner des minutes. Alors le premier match ne donne pas raison, mais sur la durée, on espère quand même que, a priori, elle est censée être la première rotation à l'intérieur, quoi. Ouais. Espérons que ça se traduise par encore davantage d'opportunités. Enfin, si c'est du temps de jeu comme sur les matchs précédents, avec un bon quart d'heure entre 10 et 15 minutes pour qu'elle puisse s'exprimer, que les matchs le permettent évidemment, hein, parce que bon, c'est pas simple dans l'équipe, et Gis le dit souvent, et il y a aussi des joueuses qui sont très expérimentées devant elle, qui ont besoin de leurs minutes. Donc
On espère que ça va le faire. Le fait que Liu Eru s'en aille, oui, ça fait une concurrente entre guillemets en moins. D'ailleurs, au passage, il se dit que c'est la Fédé chinoise qui a un peu intimé l'ordre à Liu Eru de trouver une autre franchise parce qu'elle n'avait pas assez de temps de jeu et que sinon ça servait pas à grand chose de rester aux États-Unis plutôt que de faire briller une équipe dans le championnat chinois par exemple. Et donc à Dallas, on va voir si elle aura un peu plus d'opportunités. J'imagine que oui, sinon elle aurait pas poussé pour ce trade là. On peut enchaîner avec une semaine qui a été un peu placée sous le signe de l'offensive. Il y a eu beaucoup de cartons offensifs, beaucoup de matchs à 30 points en plus. Il y a eu des records aussi, des records égalés, notamment celui du nombre de paniers à 3 points dans un match. Ryan Howard qui a égalé, qui l'a pas battu encore. On est toujours à 9 paniers à 3 points dans un match. Elle a marqué 36 points contre le Chicago Sky dans une victoire 88-70. Est-ce que tu sais qui était la précédente détentrice pour Atlanta du record de franchise de panier à 3 points? Marqué ou tenté? Marqué. Sur un match. Hein. Atlanta. Il y a une joueuse qui a mis 8 paniers à 3 points. Il y a un petit côté symbolique marrant, c'est pour ça que je te pose la question. C'est une bonne question. Disons que c'est pas Angel qui était. C'est pas Angel McCoughtry, c'est la supérieure hiérarchique de Ryan Howard maintenant. Et de beaucoup de monde dans la franchise. Ah, c'est René Montgomery? C'est René Montgomery qui a mis 8 paniers à 3 points dans un match. Ouais. Et donc Ryan Howard, 9 paniers à 3 points. Il y a 3 autres joueuses. De tête, tu dois pouvoir. 3 autres joueuses qui sont à 9 paniers à 3 points marqués dans un match en WNBA, à part elle. Est-ce que tu les connais? Des joueuses actuelles et en activité, hein, évidemment. Il doit y avoir Sabrina dans le tas? Même pas. Il n'y a pas Sabrina. Caitlin, elle y est déjà? Elle n'y est pas encore. Elle en a 7. C'est justement le match d'hier. Elle a battu son record de paniers à 3 points sur un match. Oui, juste. Avec 7. Il y en a 3 qui ont 9 paniers. Et les 3 dont tu parles sont en activité? Sont en activité et ont encore de belles années devant elles. Normalement. Qui est-ce qu'on doit avoir? Jewel Lloyd, ce serait pas le genre? Jewel Lloyd, absolument. Ouais. C'est des joueuses qui prennent un coup de chaud. Je sais pas si c'est des shooteuses régulières, mais. Ouais, si, c'est des dynamiteuses, quoi. Ouais. Kelsey Plum? Des stars. Non, il y a une Kelsey, mais pas Plum. Mitchell. Kelsey Mitchell, ouais. Qu'il avait fait c'est bien le genre. Si vous vous appelez Kelsey, c'est que vous allez prendre du panier à 3 points en WNBA normalement. Et la dernière, c'est aussi une usual suspect des gros coups de chaud. Qui n'en a pas eu beaucoup depuis le début de la saison, néanmoins. Skylar? Non. Plus scoreuse encore. Plus jeune aussi. Un peu plus jeune. Elle joue pour l'équipe dont on va sans doute parler juste après et qui a un début de saison catastrophique en termes de bilan et qui reste sur 7 défaites de suite. Attends, à Dallas? Ariké, oui, parce que évidemment. Ariké Ogunbowale, Jewel Lloyd et Kelsey Mitchell sont à 9 paniers à 3 points, tout comme donc du coup Ryan Howard maintenant. Et dans le match qui a vu Atlanta battre Chicago, il y a aussi un autre record qui a été... il y a une joueuse qui a grimpé les échelons dans le classement all-time des contres, c'est Brittney Griner. Avec 3 contres, elle a doublé Lisa Leslie qui était à 813 contres. Maintenant, Brittney Griner est à 815. Tu sais évidemment qui est la meilleure contreuse de tous les temps en WNBA, Flo? C'est toujours Sylvia... Non. Ah non, Attends, non, je suis perdu. C'est toujours Margot Didek? C'est toujours Margot Didek. Ah ouais, la vache. La regrettée Margot Didek, 877 contre. Elle a quand même eu le temps de... mais il y a un moment, elle en mettait 8 par match. Donc, ouais, ça peut aider. En tout cas, Brittney Griner est plus qu'à, si le compte est bon, à 52... Non, c'était 877, donc 62 contre. Il lui manque 62 contre pour être numéro 1 all-time. Elle s'arrête pas cette année, donc elle va aller le chercher. Je pense que c'est jouable. Et donc, la transition, peut-être que tu pouvais évoquer rapidement les autres joueuses qui ont fait des cartons, on les avait de tête, il y avait Jackie Young qui met 34 points je crois. Ouais, il y a donc le 11 juin, il y en a 3, il y a Rika Jackson qui met 30 points dans une victoire face au S6, alors que de l'autre côté... C'est plus étonnant ça peut-être. Alors que Jackie Young, elle en met 34 dans cette défaite-là. Paige Bakers a mis 35 points le même jour dans une défaite face à Phoenix. Donc il y a les 36 points de Ryan Howard, tu en as parlé, face à Chicago. On a les 32 points de Nafisa Collier hier, dans la rouste infligée à Los Angeles. Et encore, c'est parce qu'il y a un moment, ils l'ont arrêté et qu'elle a arrêté de jouer parce que elle en avait mis combien? Elle était à 28 dans la première mi-temps. Ouais, il me semble, ouais. Ça finit à 101,78 et c'est presque pas cher payé vu parce que les Sparks gagnent les 2 derniers cartons. Hein.
Mais à la mi-temps, En Ouais, mais il y a eu un garbage time d'une mi-temps en il fait. y a Euh, 58-26 à la mi-temps. non, mais à la mi-temps, Nafisa Collier avait mis plus de points que toute l'équipe de Los Angeles, je pense, ou autant de points, un truc du genre. Et donc sinon, ben, on a hier les 34 points de Sabrina dans la défaite et les 32 points de Caitlin Clark en face. Donc ouais, semaine mise, enfin. Est-ce que c'est le talent offensif des joueuses ou est-ce que c'est les défenses qui étaient aux abonnés absents Ah. ça dépend quel côté de la pièce vous prenez. Un peu des deux peut-être. Ouais, ouais, sans doute. Mais ouais, ouais, il y a eu pas mal de grosses perfs au scoring cette semaine. Ouais. On voulait parler aussi du début de saison toujours aussi compliqué des Dallas Wings. 7 défaites de suite, le retour de Paige Baker, ça a individuellement fait du bien. Elle a montré qu'elle avait retrouvé, après ses petites absences, elle était toujours en forme, les 35 points que tu as évoqués. Malheureusement, sur le dernier match, ça n'a pas suffi. Elle n'a pas fait un très très bon match et les Wings ont perdu alors qu'elle menait j'avais noté ça, elle menait de 11 points donc contre Las Vegas à 3 minutes 34 de la fin. Alors perdre contre Vegas, c'est évidemment pas honteux, mais Vegas jouait sans Aja Wilson, qui est toujours en protocole commotion après s'être pris direct AMB dans le buffet. Et Dallas menait de 11 points à Ouais, 3 c'est minutes ça. 34 de la fin. Dallas avait la main sur le match en fait. Et, et pour Paige, ben, elle fait un match un peu plus, comment, un Discret. peu plus calme, discret. Ouais, mais discret, mais elle prend quand même 19 tirs, mais tout est compliqué. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de séquences où, au final, la balle lui venait pas naturellement, en fait. Mm. Euh, où il y avait des ballons, enfin, je sais pas, c'était assez bizarre, quoi. J'ai l'impression que dans l'équipe, il y en a qui n'ont pas encore compris que le futur, c'était elle. Alors, Harry revient à des standards un peu plus dans ces standards en fait parce qu'à 26 points les pourcentages sont très corrects et Page les pourcentages sont nettement moins bons mais par contre j'ai trouvé que Page on la mettait pas dans des bonnes conditions ou elle se mettait pas elle-même dans des bonnes conditions hein, on peut pas tout lui Mhm. excuser non plus enfin voilà il y a encore un équilibre à trouver il y a des joueuses on en a déjà parlé Maïcha Ansalen, est-ce qu'elle peut jouer 26 minutes C'est une drôle de raquette quand même, hein. Maïcha Insalen, Louisa Geisel-Soder. Mais Louisa Geiser-Soder, elle est très intéressante en Bien plus. sûr. Ah non, Je mais vais de toute ajouter. façon, c'est une très bonne chose, mais je sais pas, l'association me paraît curieuse. Et puis Ouais, la gestion des intérieurs à Dallas cette année ouais, c'est très m'interpelle un peu quand même. particulier. Mais il y a des joueuses plus vétérans en fait Hmm. qui performent pas du tout à hauteur de ce qu'elles devraient. Maïcha, ben, je l'ai eu quand même. Enfin, je l'ai eu. Je veux dire, en Tu, tant que fan des tu l'as eu. Mystics, je l'ai observé de près. Tu l'as pratiqué. Je l'ai pratiqué. Elle a fait une saison 2020 incroyable et je pense que c'est toujours en trompe-l'œil par rapport à la joueuse qu'elle est réellement. Ouais. Euh, Enfin voilà, on le voit avec d'autres joueuses. Hein, et alors Dijonais Carrington, le problème c'est qu'elle est utilisée, elle est beaucoup utilisée offensivement. Alors que c'est quand même pas son rôle. On la voit parfois sur des actions complètement perturber le schéma qui est mis en place. Euh, c'est toujours très bizarre. Alors défensivement, ça reste une joueuse en 1 contre 1 intéressante, sauf que ben, la défense de Dallas de manière collective, ben, c'est pas celle de Connecticut l'année passée, et donc même comme ça, elle s'est moins rayonnée parce que dans les aides, parce que voilà, c'est autre chose quoi. Donc ouais, Dallas ça fonctionne pas. Alors on a bien compris que c'était une équipe qui partait Ah bah là, oui, vers du tanking et de la reconstruction. Donc en soi, c'est pas grave, mais ce qui est quand même dommage, c'est que tu puisses pas proposer du jeu, que tu puisses pas. Enfin, rien que sur le. En fait, la paire la plus intéressante actuellement, c'est Page et Louisa, hein, Soder. oui, mais d'ailleurs, elle part à l'Eurobasket et elles ont Ouais. suspendu son contrat pour lui permettre d'aller à l'Euro. Quand je disais ça, c'est une très bonne joueuse, hein. Elle a joué en France d'ailleurs, on la connaît, c'est une très bonne joueuse, mais moi, c'est plus la rotation intérieure Ouais. et cette association-là avec Maïcha qui est curieuse. Tiara McCowan est partie aussi, elle va jouer avec la Ouais. Turquie. Mais on va voir hein, l'arrivée de Liu Eru, qui à mon avis va avoir des minutes, qui est une joueuse aussi intéressante dans le sens mettre des écrans, aller au cercle. Ça peut être une relation qui au final Ouais. fonctionne bien avec Page. Moi, c'est juste que je trouve que j'ai l'impression qu'on met pas Page au cœur du jeu. Hmm. Et si on se rend pas compte en 2025 que c'est ça qu'il faut faire. Bah, le coaching staff a un peu de mal, hein. De toute façon, là, c'est pas pour dire c'est pas un bon coach, Chris Cocklain ou machin, c'est un coach qui débute aussi à ce niveau-là, mais parfois ça a l'air un peu hésitant. Tu sais, même, c'est de l'impression visuelle, mais les discussions où parfois il a l'air un Mais peu pas perdu, mais où. j'ai l'impression Hmm.
qu'en fait les principes de jeu qu'il met, parce qu'on a vu des bonnes choses en pré-saison et tout ça, et qu'il a les bons principes de jeu. Ouais. Par contre, je sais pas si c'est correctement accepté par toutes les joueuses et entre autres des joueuses vétérans. Tu vois, par exemple, Harry fait un bon match hier. On l'a vu faire des moins bons matchs enfin avant. Ouais. Mais est-ce que elle comprend le rôle qu'elle doit avoir vis-à-vis de Paige, de se mettre plus off-ball, de se mettre, enfin, je dis pas qu'elle s'entend pas avec Paige, c'est pas une question de relation humaine ou même Mhm. sportive, c'est juste d'un moment, elle a toujours été l'alpha du projet, tout tournait autour d'elle, de réussir à même parfois comprendre sportivement comment les choses doivent évoluer et de voir si le coach arrive à faire passer cette info-là et à la faire comprendre. Je pense pas que d'un point de vue basket, ce soit un problème au niveau de Chris Cocklen, comme ça peut l'être par contre à À Chicago, on en a Chicago, déjà parlé. Ouais, tu j'étais vois. sûr que tu ferais Le parallèle est pas du tout le Ouais. même. Par contre, c'est vrai que peut-être que est-ce qu'il a l'aura et le statut suffisant pour faire comprendre à certaines joueuses établies qu'elles doivent changer de rôle ou enfin tu vois Mhm. des joueuses qui ont peut-être un caractère plus trempé comme Dijon Carrington. Enfin voilà. Après, c'est pas pour dire que ça va pas, que le groupe vit mal, que le coach est pas accepté, c'est pas du tout ça, mais il y a clairement il y a de la friture quelque part sur la ligne à un des niveaux. Alors bon, de toute façon, Dallas, à mon avis, va viser un gros pic cette année, mais c'est quand même dommage. Bah là, tu as Vegas, qui est déjà une équipe un peu malade dans ce début de saison, qui est sans Eja Wilson, et tu avais le match en main et t'arrives pas à le faire. C'est une défaite qui fait mal, je pense, dans la tête pour Dallas. Et du coup, je me demande, donc sans McCowan, sans Geisel Söder, est-ce qu'on va revoir Nalissa Smith dans le 5, Liu Weru, c'est un peu compliqué aussi. Ce seront des joueuses dans tous les cas qui n'auront pas eu l'habitude de jouer ensemble. Euh, ouais, je me pose des questions. Je sais pas au bout de quand, à quel moment Dallas va. Si toutefois il y a un redressement, mais ce sera peut-être pas le cas. Hein, tu le disais, ils sont partis pour viser la loterie. Mais ce serait quand même bien de ne pas faire une saison historiquement pourrie au niveau du bilan aussi. Parce que Ouais. là, tu as Après, une victoire une victoire en 11 matchs. Ça doit être ça le ouais. bilan. Après, je sais pas si elles vont être parties longtemps, tu vois, faudra voir combien la Turquie, l'Allemagne. Ouais, il faut se méfier parce que c'est un euro un peu ouvert. D'ailleurs, C'est un euro un peu ouvert, mais c'est des équipes en tout cas pour l'Allemagne, où il manque des joueuses cadres, donc ils ouais, risquent de peut-être pas aller aussi loin que ce qu'on pourrait penser. Enfin, on va avoir l'occasion d'en discuter bientôt parce que absolument. c'est pas pour vous teaser, mais on devrait avoir un petit sujet sur l'euro qui sorte Un petit peu quand même. bientôt. Ouais. Donc voilà, donc ça va, enfin, c'est pas comme les équipes à qui il manque les Belges ou les Françaises ou Ouais, bon après touchons du bois parce qu'on va peut-être faire de la merde, mais a priori c'est des équipes qui sont quand même censées aller loin. ça devrait aller. Euh, Faut voir un petit peu maintenant. Peut-être que la Turquie va faire un très bon parcours. Peut-être que l'Allemagne va quand même s'en sortir. Enfin, on verra tout ça, mais en tout cas, ouais, le Dallas, c'est possible qu'il y ait encore quelques défaites qui s'enchaînent derrière. Flo, tu avais un petit coup de gueule, entre guillemets, ou un sujet que tu voulais évoquer. C'est pas la première fois, malheureusement, qu'on évoque les. C'est même pas des critiques, les attaques que subit parfois Angel Reese sur les réseaux, un peu en dehors aussi. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine autour d'Angel Reese? Bah, il n'y a rien de très nouveau, si ce n'est que ben, le début de saison de Chicago est compliqué. Angel Reese, là-dedans, a du mal à rayonner, surtout offensivement. Et donc, bah, toutes les critiques qu'elle prend depuis un certain temps ressortent. J'ai trouvé que l'ambiance sur les réseaux, dans certains commentaires, même dans certains commentaires de médias Hmm. francophones et autres, je veux dire même chez nous, mais beaucoup aux États-Unis, parce qu'en plus aux États-Unis, il y a en plus derrière toutes les questions évidemment raciales de l'Amérique divisée, mais c'est encore autre chose. Mais même sur le sportif, on voit beaucoup de gens qui se foutent d'elle sur tous les rebonds qu'elle prend, mais elle ne prend les rebonds que sur ses propres tirs. Il y a un gars qui est sur une série de paris où il parie sur chaque match qu'elle va pas mettre le premier tir. Ouais. Enfin, mais c'est oublier le contexte aussi, dans le sens où je trouve que l'utilisation d'Angel à l'heure actuelle par son coach, par l'équipe, est criminelle. C'est-à-dire que on lui fait jouer des post-up. On sait que c'est une joueuse. Moi, c'est une joueuse que j'aime bien. C'est à la fois pas du tout une de mes joueuses préférées. La plupart du temps, j'aime bien les petites techniques. Donc, je suis pas du tout en train de vouloir défendre ma joueuse. Angel Reese est une joueuse qui a des défauts. On sait que sur la finition vraiment proche du cercle, elle est parfois frustre.
Mais par contre, c'est une joueuse qui a une vista, un contrôle du tempo, une vision de passe, une qualité de passe et une vision du jeu très intéressante. Et actuellement, on l'utilise pas sur ses qualités. On lui file des balles au poste, donc elle doit prendre position au poste. Elle a déjà une défenseuse sur elle. On lui file la balle, c'est-à-dire que pour les défenses, c'est très facile. Les défenses s'écrasent sur elle. Et alors oui, elle arrive à ressortir la balle parce qu'elle met quand même des passes, mais ce qui fait que quand elle essaye de marquer, enfin personne peut marquer dans ces conditions-là. En fait, c'est pas possible. Et donc en plus de ça, elle se prend d'autant plus de critiques et les gens ne prennent pas en compte le contexte. Donc je trouve ça un peu déplorable parce qu'en plus on a vu cette semaine que ça l'affectait. Clairement, il y a eu une conférence de presse d'après match Ouais. où c'est Ariel Atkins qui a pris la parole pour la défendre, pour dire tout le poids qu'elle avait sur ses épaules et le fait qu'elle arrivait à gérer ça avec grâce, pour reprendre les mots d'Ariel. Ariel, au passage, qui est la coéquipière que tout le monde veut avoir dans son équipe, hein, qui prend la parole pour toi, qui est absolument, absolument génial. Et on a vu à cette occasion-là que Angel était quand même vachement touchée par les critiques, malgré le personnage qu'elle a montré de joueuse, tu vois, qui est sûre d'elle et tout. Bah, mine de rien, on est tous humains, et là, elle en prend quand même beaucoup, beaucoup sur le crâne, je trouve. Mais Euh, elle a quand même montré, c'est là que c'est Angel Reese, hein, c'est que elle a fait une vidéo que j'ai vu passer où, donc tu sais, le terme en l'occurrence que tu évoques sur le fait de prendre ses propres rebonds, enfin de prendre le rebond après avoir raté son propre tir, ils appellent ça les me-bounds, c'est hater, entre guillemets, ou c'est critique. Et donc ça l'affecte un peu. Par contre, elle a dit, je voudrais les remercier parce que je vais du coup créer la marque Me Bounds et je vais la transformer en un business lucratif. Et donc, je suis tout à fait, tout à fait confiant dans ses capacités à monétiser la chose parce que c'est quand même c'est la joueuse la plus suivie sur les réseaux aussi, mine de rien. Et elle a une influence hein, sur ses fans, donc je la crois tout à fait capable de brander une marque Me Bounds et ouais. d'en faire quelque chose de cool. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'elle a cette assurance et ce caractère un peu. Tu vois, allez vous faire voir, je fais mon truc. Mais à côté de ça, on essaye toujours de la présenter comme une fille à problème. Euh, Qu'elle n'est pas, et ça c'est un truc que je trouve déplorable aussi, il faut arrêter, c'est pas Kennedy Carter, c'est pas une fille qui a jamais foutu enfin je dis Kennedy Carter parce que c'est la première qui me vient à l'esprit, mais il y en a eu d'autres, c'est pas une joueuse qui pose de problème dans les vestiaires dans lesquels elle est passée, ou même vis-à-vis de ses adversaires. C'est une joueuse qui est intense sur le terrain, mais il y en a eu d'autres. Et je sais plus où je voulais en venir avec ça. Oui, non, parce que justement, dans une des grosses défaites de la semaine, justement au micro en interview en fin de match, elle a défendu son coach en disant ben non, c'est nous qui sommes sur le terrain, alors que franchement, elle aurait de quoi dire de son coach, de la manière dont elle est utilisée. Et non, en fait, son attitude en tant que joueuse et dans sa communication reste exemplaire. Donc on peut la critiquer, elle fait tout n'est pas parfait, tout n'est pas de sa faute, mais il y a certaines choses qu'elle pourrait mieux faire. Mais c'est plutôt le fait si on doit critiquer, qu'on critique de manière construite et en prenant en compte le contexte de tout ce qui se passe, et pas de la caricature, et de ne pas oublier non plus que derrière il y a toujours des humains qui sont sur le terrain, qui vivent. C'est leur taf, ils sont les premiers déçus des défaites qu'ils ont, hein. Faut jamais oublier ça. Un joueur qui est compétiteur, si vous, en tant que fan, vous êtes déçu de la défaite, n'oubliez jamais que le joueur, il est encore plus déçu que vous parce que c'est lui qui était sur le terrain, en fait. Et tu sais que, alors c'est des détails je sais plus dans quel journaliste parlait de ça, mais c'est une journaliste qui était au bord du terrain, enfin qui entendait pas mal ce qui se disait sur le terrain. Sur le match en question qu'on évoquait tout à l'heure contre Atlanta où Ryan Howard fait son chantier incroyable, apparemment Angel a demandé en début de match si elle pouvait défendre sur Ryan Howard. Comme elle l'avait fait avec Unrivaled, et ça avait plutôt bien fonctionné sur le match en question. C'est pas la même compétition, c'est pas le même contexte, on est d'accord. Mais en gros, elle l'a demandé à Taylor Marsh, qu'il lui a refusé. Il lui a refusé de faire une indiff sur Ryan Howard. Ça l'a un peu contrarié, mais et derrière, elle a fait ses 9 paniers à 3 points, parce que Ryan, je crois que dans le premier carton, elle marque pas le moindre panier. Et que derrière, par contre, c'est le festival. Donc, elle a pas. C'est en ça que tu as raison de dire qu'elle pourrait très bien se défausser un peu sur son coach, qui lui aussi connaît des débuts très très compliqués et un peu curieux, on va dire. On est déjà revenu dessus à plusieurs reprises. Mais ouais, en tout cas, Angel, je trouve, se comporte bien. Évidemment qu'elle peut mieux faire et elle fera mieux dans sa carrière. Mais faut aussi se dire que c'est une équipe qui a changé de coach, qui avait une coach très emblématique, même si elle n'est pas restée longtemps. Qu'il faut retrouver un autre.
c'est un autre écosystème, c'est d'autres attentes, parce qu'avec ce qui s'est passé l'année dernière, les gens se sont dit ah c'est quand même prometteur, donc peut-être que Chicago peut faire quelque chose. Je trouve que c'est pas si simple et il y a certaines critiques qui sont pas totalement justifiées, au milieu de critiques constructives sur ce qu'elle peut faire et devenir évidemment. Voilà. Moi je voulais parler rapidement aussi d'une amitié que je trouve très sympathique en WNBA, un crossover WNBA-NBA, j'en avais un peu parlé au moment des matchs de Paris parce que j'avais eu la chance de poser la question aux joueurs en question directement, mais entre Caitlin Clark et Tyrese Haliburton, il y a quelque chose de l'ordre de deux joueurs, deux athlètes qui sont en train de devenir des sommités d'une ville et d'une fanbase qui je trouve super cool. Bon, Haliburton, pour ceux qui suivent la saison NBA, c'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire avec les Pacers. Ils sont en finale NBA, ils sont en train de tenir plus que la dragée haute aux grands favoris au KC. Et il y a une relation qui est née entre les deux jeunes stars de la ville, finalement, d'Indianapolis. Ça a été relayé relaté dans un article de Ramona Shelburne sur ESPN cette semaine. On apprend qu'ils sont pas juste, c'est pas juste ils se respectent, on est les deux athlètes de la ville, il y a une vraie amitié. Il y avait une admiration et un respect de la part d'Haliburton pour Clark qu'il avait justement évoqué quand on lui avait posé la question. Où c'était pas juste oui c'est bien, c'est mon homologue, on fait les mêmes choses et tout. Il lui disait c'est incroyable ce qu'elle fait. Moi je suis rien. Elle a une telle pression, une telle attente. Elle est en train de développer la discipline à elle seule. Là, il y a une vraie complicité qui est née. Il y a des double dates entre A4 avec leurs compagnons respectifs. Il y a un groupe chat apparemment où les deux communiquent tout le temps, se donnent des conseils, s'encouragent. Caitlin Clark se filme en train de regarder les matchs des Pacers à l'extérieur quand elle peut pas aller, évidemment, quand elle peut pas y aller, parce qu'elle assiste au match à domicile, mais elle peut pas aller à ceux à l'extérieur. Voilà, il y a vraiment une belle relation. Elle était à celui qu'ils ont perdu, le Game 4? Non, elle était pas. Eh ben voilà. Ah, attends, c'est une bonne question. Est-ce que la stat est finie ou est-ce qu'elle continue? Parce que jusque-là, je rappelle que en match de playoff, quand Caitlin est dans la salle, les Pacers s'étaient invaincus. C'est une bonne question. J'ai pas fait gaffe si elle était là sur le dernier. J'essaie de regarder en direct. To watch the Pacers. Ouais, elle était là. Merde. Indiana, avant ce match-là, Indiana était à 8-0, 8-0 quand Caitlin Clark était dans les tribunes. Et bon, il a fallu Scott Foster pour que l'arbitre, non, je plaisante, c'est évidemment pas l'arbitrage, c'est pour la blague. Mais en tout cas, il y a une très belle relation, deux athlètes qui poussent une franchise, une ville, tous les deux ont dit qu'ils espéraient rester toute leur carrière, si possible, là-bas, que c'était mieux que de jouer dans un gros marché avec d'autres centres d'intérêt. À Indianapolis, il y a des choses, attention, hein, il y a le sport automobile, d'autres trucs, mais ils sont en train de redonner vraiment. Mais c'est une terre de basket. C'est une terre de basket, c'est le un berceau du petit basket. marché. C'est un petit marché, mais c'est une terre de basket et c'est cool de le voir rayonner comme ça actuellement, quoi. Et moi, donc j'aime la personnalité des deux, le style de jeu des deux est plutôt quand même sympa et j'aime qu'il y ait ces passerelles-là aussi parce que ça a manqué longtemps. Pendant des années, il y avait les joueurs montraient pas tellement soit leur approbation, soit leur enthousiasme pour les matchs WNBA. On en voyait un ici et là de temps en temps. Maintenant, il y a des joueurs qui investissent dans les franchises, il y a des joueurs qui se montrent, qui soutiennent. Qui créent des relations avec les joueuses et avec les franchises et je trouve ça vraiment cool. Voilà. Flo, est-ce qu'on a un autre sujet à évoquer avant de terminer ce Swish Brunch ou est-ce qu'on se laisse là-dessus sur ce dimanche avant de se retrouver pour un rendez-vous que tu as teasé tout à l'heure sur une preview de l'Eurobasket qui démarre mercredi. C'est ce que j'allais dire, mercredi ou jeudi, je sais plus exactement, mais l'Eurobasket va démarrer. Donc oui, le sujet c'est qu'il y a beaucoup de joueuses qui ont donc quitté leur franchise. Nous on s'est intéressé principalement aux Belges qui étaient aux Valkyries ou à LA. Les Françaises, celles qui devaient partir sont toutes parties maintenant. Donc globalement les franchises qui devaient perdre des joueuses entre guillemets, c'est fait, elles ont pratiquement toutes. Donc c'est ça que je posais tantôt la question pour Temi Fagbenley, mais on aura à mon avis la réponse d'ici le podcast qu'on vous fera à ce sujet-là, et je pense que ça va être un de nos sujets principaux maintenant, parce que même si on va continuer à suivre la WNBA évidemment, on va aussi garder un œil sur l'Euro pour vous faire aussi un suivi de l'Euro et qui commence du coup premier match. C'est le 18, le mercredi 18 je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était le 18, c'est ça, je pense bien. Il doit y avoir un petit France, je me hasarde, on est avec la Suisse. C'est dans la Suisse, c'est le dernier match? Je ne sais plus dans quel sens, mais vous êtes avec la Suisse, la Grèce. Ouais. Je suis en train de regarder en direct, c'est mieux. De toute façon, vous aurez tout le détail. Mais le premier match, c'est France-Turquie.
C'est France-Turquie. France-Turquie, Ah bah le voilà. 18 juin On va à, voir Thierry Mekonnen. Ça à doit être 16h30. 16h30, je pense, ouais. C'est ça, ouais. Évidemment. Voilà, donc on reviendra évidemment dessus, on discutera de l'Eurobasket et tout ça, sans oublier la WNBA qui se poursuit. Le à ce rythme. premier match de la Belgique, lui, sera seulement donc le jeudi à 20h15 contre le Portugal. Voilà. La Belgique qui va tenter le back-to-back. Je sais que vous n'aimez pas cette pression et, et les ambitions trop affichées, mais le groupe est pas très loin d'être au complet. Ça va être une compétition assez cool à suivre. Avec ton gars Mike Thibault en plus, quand même. Ouais. Tu te rends compte à l'époque, quand même, à l'époque où tu l'avais interviewé pour Swish Swish, est-ce que tu pensais interviewer le futur sélectionneur de la Belgique quand même? C'était fou. Ah, c'est dingue. Vous pouvez retrouver cette interview toujours à l'écrit sur Swiss Swish où Flo parle de musique et même avec Mike Thibault. C'était un grand moment, Ah, franchement, c'était assez cool. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. bien sûr. C'était fort logique qu'il finisse dans une nation aussi appréciable que la Belgique sur le banc de touche. Voilà Flo, on se laisse pour ce Swish Brunch là. On vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end et on se retrouve très vite pour la preview de l'Euro dont on vous a parlé. On sera normalement 4 si je ne dis pas de bêtises Oui, avec nos amis que vous retrouverez dans les prochains jours. Voilà. À bientôt, bonne fin de journée à tous. ciao. Ciao.